La réceptionniste l'a traité comme un routard sans savoir qu'il était le propriétaire millionnaire de l'hôtel. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emma Rodriguez a failli renverser son café en voyant un homme entrer dans le hall du Grand Plaza Hotel. Il ressemblait à un épouvantail, cheveux en désordre, une grande barbe, un sac à dos qui semblait avoir survécu à 3 guerres mondiales et des baskets sales. « Non, non, non », murmura Emma en quittant la réception et en se précipitant vers l'inconnu. « Monsieur, excusez-moi, monsieur. » L'homme se retourna, révélant une peau hâlée et des yeux étonnamment beaux. Pendant une seconde, Emma hésita, il y avait quelque chose dans son regard qui ne correspondait pas au reste de son apparence négligée. « Êtes-vous perdu ?» demanda-t-elle, forçant un sourire professionnel tout en se plaçant entre lui et les clients qui prenaient le thé de l'après-midi. « Je peux vous indiquer l'auberge de jeunesse la plus proche, elle n'est qu'à 6 rues d'ici. » Michael Blackwood retint un rire. 3 semaines de randonnée dans les montagnes du Colorado l'avaient transformé en exactement cela, un vagabond barbu aux vêtements sales. Et maintenant, de retour dans son propre hôtel, une de ses employées essayait de le renvoyer. « En fait, dit-il en ajustant la sangle de son sac à dos déchiré, j'aimerais une chambre. » Emma cligna des yeux 2 fois, certaine d'avoir mal entendu. « Une chambre, ici ?» Elle jeta un regard nerveux aux autres clients. Madame Wellington, une mondaine de New York, faisait déjà cette grimace dégoûtée qui signifiait qu'elle ne tarderait pas à déposer une plainte. « Monsieur, nous sommes au Grand Plaza. Nos chambres commencent à $500 la nuit, et les prix montent à partir de là. » Michael hocha la tête sérieusement. « Je comprends. L'auberge de la 47e accepte les paiements à la journée, chuchota Emma en baissant la voix. « Et tenez !» Elle sortit de son sac à main un billet de $5 froissé. « Voilà, pour un sandwich. Vous avez l'air très maigre. » Sa gentillesse inattendue le prit au dépourvu. Michael regarda le billet, probablement l'argent de son propre déjeuner, et quelque chose remua dans sa poitrine. Quand quelqu'un s'était-il soucié pour la dernière fois de savoir s'il avait faim? Pas le PDG milliardaire, mais juste lui. « C'est très aimable, » dit-il, sincèrement touché, « mais j'ai vraiment besoin d'une chambre. J'ai une carte de crédit. » Emma laissa échapper un soupir dramatique. « Les routards causent toujours des problèmes, » marmonna-t-elle en regardant autour d'elle. « Très bien, mais s'il y a le moindre problème ?» Elle fit le geste universel signifiant dehors. « Promis, aucun problème. » Alors qu'il retournait vers la réception, Emma fit discrètement signe à Tony, l'agent de sécurité, de le garder à l'œil. L'homme était trop poli pour être un simple marginal, mais mieux valait prévenir que guérir. « Non ?» demanda-t-elle, les doigts planant au-dessus du clavier. Michael Blackwood. Emma tapa sans lever les yeux. « Pièce d'identité et carte de crédit, s'il vous plaît. » Michael lui tendit un permis de conduire poussiéreux. « Quel type de chambre désirez-vous, monsieur? Qu'avez-vous de disponible ?» Emma vérifia le système. « Nous avons une très belle chambre standard, » dit-elle en choisissant l'option la moins chère. « En fait, » dit Michael avec une pointe d'amusement dans la voix, « que diriez-vous de la suite présidentielle ?» Emma cessa de taper. « La suite présidentielle? Si elle est disponible ? » « Monsieur, la suite présidentielle est à $3000 la nuit. » « C'est parfait. » Emma le dévisagea comme s'il lui était poussé une deuxième tête. Était-il sérieux? Elle vérifia à nouveau le système. La suite était disponible. « Mais je vais devoir d'abord procéder au paiement, » dit-elle lentement, pour vérification. Michael lui tendit une carte de crédit noir mat. Emma la tint sous la lumière, cherchant des signes de fraude, puis la passa dans la machine. Elle retint son souffle, s'attendant à ce qu'elle soit refusée. « Approuvé. » Elle regarda l'écran, puis Michael, puis de nouveau l'écran. « C'est passé, » murmura-t-elle, incrédule. « Parfait. Mais, » Emma baissa la voix, « Monsieur, êtes-vous sûr que cette carte n'est pas volée? Nous avons déjà eu ce cas avec des personnes en situation difficile. » Michael faillit rire. « Je suis presque sûr qu'elle est légitime. » Emma n'était toujours pas convaincue. Discrètement, elle décrocha le téléphone de la réception et composa le numéro de la banque. « Bonjour, ici Emma Rodriguez du Grand Plaza Hotel. Je dois vérifier une transaction, » chuchota-t-elle les numéros de la carte, tout en gardant un œil sur Michael. « Oui, je patiente. » Michael fit semblant de regarder une brochure touristique pendant qu'elle attendait. À en juger par son expression,
il pouvait deviner ce que l'on disait à l'autre bout du fil, Monsieur Blackwood? Oui, client VIP. Limite de crédit? Disons simplement qu'il n'y en a pas, madame. Je vois, dit Emma au téléphone, sa voix montant d'une octave. Oui, merci. Elle raccrocha et fixa Michael avec une expression étrange. Tout s'est bien passé? Demanda-t-il innocemment. Oui, c'est le cas. Mais j'ai encore besoin que vous signiez quelques documents, juste pour confirmer votre signature. Emma fit signer à Michael le formulaire d'enregistrement, puis un deuxième, puis un troisième. À chaque signature, elle la comparait soigneusement à sa pièce d'identité, fronçant les sourcils comme une détective chevronnée. Encore une chose, dit-elle en sortant son téléphone. J'ai besoin d'une photo pour nos dossiers de sécurité. Procédure standard pour les clients spéciaux. Michael posa patiemment pendant qu'Emma prenait 3 photos, chacune avec le flash. Voilà, dit-elle finalement en lui tendant la carte clé. La suite est au dernier étage. L'ascenseur? Emma, interrompit une voix d'homme, tout va bien. Emma se tourna pour voir Richard Morgan, le directeur général, s'approcher avec un sourire professionnel. Aucun problème, monsieur Morgan. J'enregistre juste monsieur? Elle jeta un coup d'œil à Michael. Blackwood. La réaction de Richard fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent et son sourire passa de poli à sincèrement respectueux. Monsieur Blackwood, s'exclama-t-il en tendant la main pour la lui serrer. C'est un plaisir de vous revoir. Comment s'est passé votre voyage? Emma regarda, confuse, Richard saluait Michael comme quelqu'un d'important. Très instructif, répondit Michael en serrant la main du directeur. Très différent de ce à quoi je suis habitué. J'imagine, rit Richard. S'il y a quoi que ce soit dont vous ayez besoin? Monsieur Morgan, l'interrompit Emma en baissant la voix, puis-je vous parler un instant en privé? Richard parut surpris mais hocha la tête. Emma l'entraîna à quelques pas et chuchota d'un ton pressant, soyez prudent. C'est peut-être un escroc très habile. La carte est passée, Elle fit un geste vers Michael, regardez-le. Quelque chose ne va pas. Richard suivit son regard. Michael admirait calmement un arrangement floral, son sac à dos usé à ses pieds, totalement inconscient de la conversation. Emma, dit lentement Richard, savez-vous qui est cet homme? A.H. Has-been? Quelqu'un qui a gagné au loto? Haussa les épaules Emma. Il n'a pas voulu donner beaucoup de détails. Richard ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Il a gagné au loto? De l'autre côté du hall, Michael avait saisi des bribes de la conversation. Gagné au loto? Il sourit pour lui-même. C'était beaucoup plus simple que d'expliquer les milliards d'héritages et d'investissements. Oui, dit-il en se rapprochant, le loto. Je m'habitue encore à tout ça. Il fit un vague geste vers le hall luxueux. Emma hocha la tête, satisfaite. Sa théorie était correcte. C'était logique, un gagnant du loto, encore novice dans le monde de la richesse, pas encore habitué à s'habiller pour des lieux haut de gamme. Eh bien, dit Richard, encore en train de tout assimiler, félicitations pour vos gains. Si vous avez besoin de conseils sur l'investissement ou... En fait, l'interrompit Emma, se sentant soudainement responsable, je lui ai déjà donné quelques conseils de base. Des choses que les personnes qui s'enrichissent subitement devraient savoir. Michael se mordit la lèvre pour retenir un rire. Emma a été très utile, j'en suis sûr, marmonna Richard, jetant des regards entre eux comme s'il essayait de résoudre une énigme. Bien, monsieur Blackwood, dit Emma, reprenant son ton professionnel, votre suite est prête. Le petit déjeuner est servi de 6h à 10h, le service en chambre est disponible 24h/24. Elle hésita, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, je suis toujours là. La sincérité dans sa voix le toucha de nouveau. Merci, Emma. Vraiment. Alors que Michael se dirigeait vers les ascenseurs, son sac à dos en bandoulière, se déplaçant avec une décontraction bien trop grande pour quelqu'un se rendant dans la suite la plus chère de l'hôtel, Emma se tourna vers Richard. Gardez l'œil ouvert, chuchota-t-elle. Les nouveaux gagnants du loto sont des cibles faciles pour les escrocs. Richard hocha lentement la tête, essayant toujours de se faire à l'idée qu'un des hommes les plus riches du pays venait d'être pris pour un sans-abri par sa propre employée. Je garderai les yeux ouverts, promit-il. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Michael laissa enfin le sourire s'échapper. 3 semaines dans les montagnes lui avaient donné une nouvelle perspective sur sa vie dorée, mais Emma venait de lui offrir quelque chose d'encore plus précieux, l'expérience d'être traité comme une personne ordinaire.
Le lendemain matin, Emma arriva au travail avec une mission. Elle avait passé la nuit entière à se sentir coupable d'avoir jugé Michael si durement. L'homme avait gagné au loto, un événement qui changeait une vie et qui aurait dû être célébré, et elle l'avait traité comme un criminel potentiel. Pire encore, il ne savait clairement pas comment se comporter dans un cadre haut de gamme. Elle sentait qu'il était de son devoir moral de l'aider à s'adapter au monde des riches avant qu'il ne commette une erreur embarrassante. Emma ouvrit un bloc-notes et commença à écrire rapidement. Guide de survie pour nouveaux riches, griffonna-t-elle en haut de la page, puis elle barra et écrivit « Guide de base. Comment ne pas avoir l'air pauvre dans les endroits chics ». La liste s'allongea vite, ne jamais porter de tongs dans le hall ou dans les espaces publics. Ne pas demander de réduction à la réception, même si les prix semblent trop élevés. Ne pas mettre de la nourriture du petit déjeuner dans ses poches, aussi tentant que cela puisse être. Toujours saluer le personnel poliment, mais ne pas devenir trop personnel. Utiliser des couverts pour tout, même la pizza si nécessaire. Ne pas prendre de photos de sa nourriture, ça crie c'est ma première fois ici. Ne jamais demander combien coûtent les choses au restaurant. Utiliser les toilettes pour se laver les mains, pas pour une toilette complète. Ne pas parler de prix avec les autres clients. S'habiller correctement, pas de shorts déchirés au dîner. Emma relut la liste avec satisfaction. Elle était complète, pratique, surtout, elle sauverait Michael de futurs embarras. Quand Michael entra dans le hall à 10h du matin, portant toujours le même jean usé mais au moins fraîchement douché, Emma l'arrêta aussitôt. « Monsieur Blackwood, timing parfait. » Elle agita le papier devant lui. « J'ai préparé quelque chose qui va vraiment vous aider. » Michael lut le titre et faillit s'étouffer. « Guide sur comment ne pas avoir l'air pauvre. » Exactement, rayonna Emma de fierté. Des règles de base pour vous aider à vous adapter à votre nouvelle situation financière. Croyez-moi, cela vous évitera des moments gênants. Michael parcourut la liste, essayant de ne pas rire. Utiliser des couverts pour la pizza? Ne pas photographier la nourriture? Était-elle sérieuse? C'est très complet, dit-il. 2 ans d'expérience avec toutes sortes de clients d'hôtel, affirma Emma avec confiance. Je peux repérer un nouveau riche à 1 kilomètre. Sans vouloir vous offenser. Aucune offense, marmonna Michael, encore en train d'assimiler le fait de recevoir des conseils d'étiquette d'une employée de 26 ans. Commençons par les bases, dit Emma. Règle numéro 1, ne jamais porter de tongs dans le hall. Michael baissa les yeux sur ses baskets usées. Et si je n'ai pas les bonnes chaussures? Ah! Emma sortit une carte de son sac. Mon amie Patricia travaille dans un magasin de chaussures à 3 rues d'ici. Dites-lui que je vous envoie et elle vous fera la réduction du personnel. L'ironie était parfaite. Un des hommes les plus riches du monde se faisait dire comment économiser sur des chaussures. Merci, dit Michael sérieusement. C'est très utile. De rien. Maintenant, règle numéro 5, utilisez des couverts pour tout, même la pizza. Pour la pizza? Michael fit semblant d'être choqué. Mais la pizza est faite pour être mangée avec les mains. Emma secoua fermement la tête. Pas dans des endroits comme celui-ci. Les gens riches mangent la pizza avec une fourchette et un couteau. Toujours. Même la pizza au pepperoni? Surtout la pizza au pepperoni. Plus la nourriture est décontractée, plus la manière de la manger doit être formelle. Michael hocha sérieusement la tête, comme s'il apprenait une sagesse ancienne. Compris. Fourchette et couteau pour la pizza. Noté. Super, entraînons-nous. Emma le conduisit dans le restaurant de l'hôtel où le déjeuner était servi. Quelques tables étaient occupées par des hommes d'affaires en réunion, des touristes planifiant leur journée et un groupe de mondaines bavardant sur les autres. Table pour 2, dit Emma au maître d'hôtel, qui reconnut instantanément Michael mais resta professionnel. Bien sûr, mademoiselle Rodriguez. La table 23 a une vue magnifique. Une fois assis, Emma prit son rôle d'instructrice au sérieux. Souvenez-vous, tenez-vous droit, ne mettez pas les coudes sur la table et... Elle marqua une pause dramatique, nous commandons une pizza pour pratiquer la règle numéro 5. Michael faillit éclater de rire. Une pizza pour le déjeuner? Faites-moi confiance, c'est le test ultime. Le serveur, Robert, qui travaillait à l'hôtel depuis 15 ans et connaissait Michael depuis qu'il avait repris l'entreprise, fut légèrement surpris de voir le patron avec Emma, mais resta poli. Bonjour. Que puis-je vous servir aujourd'hui? Une pizza margherita, dit Emma avec assurance, et 2 eaux pétillantes. Excellent choix, répondit Robert,
évitant soigneusement le regard de Michael. Pendant qu'ils attendaient, Emma continua la leçon. Règle numéro 6, ne prenez pas de photos de votre nourriture. Ça crie première fois dans un endroit chic. Et si je veux montrer à mes amis? Résistez à la tentation. Les gens riches ne prennent pas de photos de nourriture, ils la mangent simplement. La pizza arriva en 15 minutes, servie sur une assiette élégante avec des serviettes en lin. Michael regarda les couverts à côté de l'assiette comme s'il s'agissait d'instruments chirurgicaux. Maintenant, montrez-moi, dit Emma, les bras croisés. Michael prit la fourchette et le couteau avec un soin exagéré. Il coupa un minuscule morceau de pizza, mâcha lentement et déglutit avec un air pensif. « Comment est-ce » demanda Emma. « Très raffiné, répondit Michael. À la table voisine, un couple d'âge moyen regardait la scène avec fascination. La femme chuchota quelque chose à son mari, qui secoua la tête d'un air incrédule. Michael continua de manger sa pizza avec un couteau et une fourchette, chaque mouvement prudent et correct. Il coupait les parts en petites formes parfaites, mâchait la bouche fermée et tamponnait ses lèvres avec la serviette après chaque bouchée. « Parfait », chuchota Emma, rayonnant de fierté. « Vous apprenez vite. » De l'autre côté du restaurant, 3 hommes d'affaires cessèrent de parler pour observer ce qui se passait. L'un d'eux sortit discrètement son téléphone, comme s'il documentait une espèce rare de comportement humain. « Puis-je vous demander quelque chose » dit Michael en coupant un autre petit morceau. « Bien sûr. Pourquoi m'aidez-vous ? Hier, vous pensiez que j'étais un criminel. » Emma rougit un peu. « Parce que je vous ai jugé sur votre apparence, et c'était une erreur. Ma grand-mère disait toujours, ce n'est pas d'où tu viens qui compte, c'est où tu vas. Vous avez gagné au loto, c'est incroyable. Vous méritez toutes les chances de vous intégrer correctement. » La sincérité de sa voix toucha profondément Michael. Voici quelqu'un qui se souciait vraiment de son bien-être, sans savoir qu'il avait déjà plus de chances de s'intégrer qu'il ne pourrait jamais en utiliser en une vie. « Votre grand-mère semble sage, dit-il. Elle l'était. Elle faisait le ménage pour des familles riches et me disait toujours que la vraie différence entre les classes sociales n'est pas l'argent, c'est la connaissance. Savoir comment se comporter, quoi porter, comment parler. » Emma fit un geste expressif. « C'est pourquoi je partage ce que je sais avec vous. » Michael arrêta de manger, vraiment ému. « Emma, cela signifie beaucoup pour moi. »« De rien. C'est la moindre des choses. » Ils finirent de déjeuner, Michael montrant une excellente maîtrise de la technique de la pizza au couteau et à la fourchette. Quand ils quittèrent le restaurant, Emma flottait pratiquement de satisfaction. « Leçon terminée » annonça-t-elle. « Demain, nous passerons à la règle numéro 7, ne jamais demander les prix au restaurant. »« J'ai hâte, » dit Michael. Et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Alors qu'Emma retournait au travail, rayonnante d'avoir sauvé un nouveau riche d'un futur embarras, Michael monta dans sa suite, souriant. 3 semaines dans les montagnes lui avaient appris la simplicité, mais Emma lui enseignait quelque chose d'encore plus précieux. Parfois, les personnes les plus généreuses sont celles qui ont le moins à donner. Et manger de la pizza avec un couteau et une fourchette, même si cela semblait idiot, pouvait être étonnamment amusant avec la bonne personne. Aujourd'hui, c'est le grand jour, annonça Emma au 3e jour de l'opération civilisée Michael, entrant dans le hall avec un bloc-notes et une expression déterminée qui aurait rendu un général fier. Formation avancée à l'étiquette dans un cadre réel. Michael, qui s'était réveillé en pensant à des fusions d'entreprises et à des rapports trimestriels, fut instantanément ramené dans la réalité alternative où il était un gagnant du loto ayant un besoin désespéré de formation sociale. Un cadre réel ? Demanda-t-il, amusé. Le Bernardin, dit Emma avec révérence, comme si elle nommait un lieu de pèlerinage sacré. 3 étoiles au Michelin. Si vous pouvez passer un dîner là-bas sans vous ridiculiser, vous serez officiellement diplômé de Comment être riche 101. Michael faillit s'étouffer. Le Bernardin était l'un de ses restaurants préférés. Il y dînait au moins une fois par mois et connaissait personnellement le chef, Daniel Boulu. Mais Emma n'avait pas besoin de savoir ça. Ça a l'air intimidant, dit-il en feignant d'être nerveux. C'est pourquoi j'ai apporté du matériel d'étude. Emma ouvrit son bloc-notes, révélant des schémas qui ressemblaient à des plans d'architecte. Carte complète de la disposition correcte des couverts dans un restaurant gastronomique. La carte était une œuvre d'art en soi. Emma avait dessiné des assiettes, des verres, des serviettes et des couverts avec une précision obsessionnelle. Chaque article était numéroté et relié par des flèches à de minuscules notes manuscrites.
Fourchette à salade, fourchette principale, fourchette à dessert, récita-t-elle comme un chant sacré. De gauche à droite, toujours de gauche à droite. Couteau à droite, puis cuillère après les couteaux. Ne jamais, au grand jamais, utiliser la mauvaise fourchette pour le mauvais plat. Et si j'oublie, demanda Michael avec un air sincèrement inquiet. Alors tu deviens un mème sur l'Instagram de quelqu'un d'autre, dit Emma sérieusement. J'ai vu ça arriver. Un homme a un jour utilisé une fourchette à poisson pour son steak et est devenu viral sous le hashtag Nouveau Richefel. Michael prit mentalement note de vérifier si ce hashtag était réel. 2 heures plus tard, ils étaient assis au Bernardin. Emma rayonnait de fierté d'avoir obtenu une table de dernière minute, elle ne savait pas que Michael avait personnellement appelé le directeur. Le restaurant battait son plein en soirée, lumière douce, conversation feutrée et une atmosphère de sophistication qui coûtait environ $500 par personne. Souvenez-vous, chuchota Emma, feignant d'étudier le menu tout en surveillant Michael du coin de l'œil. Tenez-vous droit, serviette sur les genoux, et pour l'amour du ciel, ne soufflez pas sur la soupe. Les gens soufflent sur la soupe, demanda Michael innocemment. Les gens normaux, oui. Les gens riches attendent qu'elle refroidisse naturellement. Le sommelier s'approcha. François, qui connaissait Michael depuis 5 ans et lui réservait toujours ses meilleurs vins, regarda Michael, puis Emma, puis de nouveau Michael, clairement confus mais maintenant un professionnalisme sans faille. Bonsoir, dit François avec un fort accent français. Puis-je vous suggérer un vin pour accompagner votre dîner ? Emma prit la parole. Rien de trop cher, dit-elle en jetant un regard significatif à Michael. Quelque chose de démocratique. François cligna lentement des yeux. En 5 ans au service de Michael Blackwood, il n'avait jamais entendu personne demander un vin démocratique pour l'homme qui avait un jour commandé une bouteille de Château d'Yquem à $1500 juste parce qu'il avait envie de quelque chose de sucré. Peut-être un simple Bordeaux, proposa François prudemment. Parfait, s'exclama Emma. Tu vois, chuchota-t-elle à Michael, montre toujours que tu contrôles tes dépenses. Les riches n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit en achetant le vin le plus cher. Michael hocha la tête sérieusement, notant mentalement cette philosophie financière révolutionnaire. Le premier plat arriva, une œuvre d'art comestible qui semblait avoir été sculptée par des anges. Emma passa immédiatement en mode professeur. Maintenant, regarde, dit-elle en prenant la fourchette la plus à l'extérieur. On commence toujours par les couverts à l'extérieur et on progresse vers l'intérieur. C'est comme déballer un cadeau, couche par couche. Michael suivit ses instructions avec une concentration exagérée, coupant de minuscules bouchées et mâchant comme s'il résolvait un problème de mathématiques complexe. Excellente technique, chuchota Emma, fière comme une mère regardant son enfant faire ses premiers pas. C'est pendant le deuxième plat que le désastre frappa. Michael coupait son poisson avec une précision chirurgicale quand il heurta accidentellement son coude contre le verre de vin. Le liquide rouge se répandit sur la table comme une scène de crime, tachant sa chemise blanche et créant un moment de silence complet dans le restaurant. « Oh non !» s'exclama Emma en se levant d'un bond. « Votre chemise !»« Ce n'est rien, dit Michael, mais Emma était déjà en mode urgence totale. « Venez, allons aux toilettes. Il faut rincer ça avant que ça ne s'incruste. » Elle traîna presque Michael à travers le restaurant, passant devant des tables où les autres clients observaient l'agitation avec un intérêt à peine voilé. Emma était si concentrée sur la tâche de vin qu'elle ne remarqua pas que tous les serveurs s'inclinaient légèrement au passage de Michael. « Bonsoir, monsieur Blackwood », murmura Robert, le maître d'hôtel. « Tout va bien, monsieur Blackwood ?» s'enquit Marie, l'assistante sommelière. « Besoin d'aide, monsieur Blackwood ?» offrit Jean-Claude, le directeur de salle. Emma, occupée à réviser des stratégies de détachage, prit ses salutations pour une erreur d'identité. « Ce n'est pas monsieur Blackwood », corrigea-t-elle automatiquement. « C'est Michael, le gagnant du loto. » Le personnel échangea des regards perplexes mais garda son sourire professionnel. Dans les toilettes des hommes, Emma insista pour l'accompagner jusqu'à la porte. Elle donna à Michael des instructions sur la gestion des tâches de vin. Eau froide, toujours de l'eau froide. L'eau chaude fixe la tâche. Cria-t-elle à travers la porte. Compris, répondit Michael, secrètement impressionné par les connaissances domestiques d'Emma. Quand ils retournèrent à table, le directeur du restaurant, Philippe Marot, les attendait avec une expression soucieuse. « Monsieur Blackwood, » dit Philippe, ignorant complètement la présence d'Emma, « je suis terriblement désolé pour l'incident. Puis-je vous offrir une chemise propre ? »
Nous avons quelques pièces de créateur dans notre vestiaire VIP. Emma regarda Philippe, puis Michael, puis de nouveau Philippe. Excusez-moi, l'interrompit-elle, mais vous confondez mon ami avec quelqu'un d'autre. C'est Michael, pas Monsieur Blackwood. Philippe parut sincèrement perplexe. Mais, madame, c'est bien ? Une erreur compréhensible, coupa vivement Michael, lançant à Philippe un regard qui disait clairement « Ne vends pas la mèche ». Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Après 15 ans dans la haute gastronomie, Philippe avait appris que les caprices des clients ultra-riches étaient souvent inexplicables. Si Michael Blackwood voulait prétendre ne pas être Michael Blackwood, qui était-il pour le contredire ? Bien sûr, dit lentement Philippe. Mon erreur. Monsieur Michael, puis-je quand même vous offrir la nouvelle chemise ? Ce ne sera pas nécessaire, dit fermement Emma. Nous nous en sommes sortis avec de l'eau froide et des techniques de nettoyage de base. Après le départ de Philippe, visiblement confus mais conservant sa dignité professionnelle, Emma se tourna vers Michael avec un air satisfait. Tu vois, c'est exactement le genre de situation embarrassante que nous essayons d'éviter. Les serveurs dans les endroits chics peuvent être très présomptueux. Ils supposent que tout client bien habillé est une sorte de célébrité. Très perspicace, acquiesça Michael. Maintenant, où en étions-nous ? Ah oui, la technique de coupe du poisson. Le secret, c'est un angle de 45 degrés. Le reste du dîner se déroula avec Michael recevant des salutations subtiles de tout le personnel, tandis qu'Emma poursuivait sa mission de lui apprendre les bonnes manières, complètement inconsciente qu'elle donnait des leçons d'étiquette à un homme qui dînait probablement dans des endroits comme celui-ci plus de fois en un mois qu'elle ne l'avait fait dans toute sa vie. Quand ils partirent enfin, Emma rayonnait. Mission accomplie, annonça TL. Tu t'es comporté comme un vrai gentleman. Bon, à l'exception de l'incident du vin, mais ça peut arriver à n'importe qui. Merci pour ta patience, dit sincèrement Michael. De rien. Alors qu'il marchait dans la rue, Emma bavardait sur ses plans pour la prochaine phase de la transformation de Michael. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas autant amusé, et tout cela grâce à une réceptionniste déterminée qui avait décidé de le sauver de lui-même. Le fait qu'elle le sauvait de problèmes qu'il avait résolus des décennies auparavant ne rendait la chose que plus divertissante. Nous devons parler de ta garde-robe, déclara Emma le lendemain matin, se présentant dans le hall avec la détermination d'un général planifiant le débarquement de Normandie. Tu ne peux pas continuer à avoir l'air de sortir d'un documentaire animalier. Michael baissa les yeux sur ses vêtements, un jean délavé, un t-shirt en coton et les mêmes baskets usées qui avaient fait tant de bruit 3 jours plus tôt. Pour être juste, Emma avait raison. As-tu une suggestion ? Demanda-t-il en feignant d'être sans défense. Une suggestion ? Rit Emma comme s'il avait demandé si elle avait des projets pour coloniser Mars. Michael, j'ai un plan directeur. Nous allons te transformer de routard en millionnaire en un après-midi. Elle sortit une liste de sa poche, car bien sûr, il y avait une liste. Emma Rodriguez ne faisait rien sans une documentation appropriée. Premier arrêt, Massies, 2e étage, section homme. Nous allons acheter autant de vêtements que possible pour le prix le plus bas en utilisant des tactiques de négociation avancées que j'ai apprises en regardant des émissions de télé-réalité sur les pros des coupons. Michael cligna lentement des yeux. Des tactiques de négociation avancées tirées de la télé-réalité ? L'art des coupons extrêmes et les chasseurs de bonnes affaires, dit fièrement Emma. J'ai regardé toutes les saisons 2 fois. Tu seras étonné par mes compétences. 40 minutes plus tard, ils étaient chez Massies, Emma marchant à travers les allées comme un commandant militaire inspectant ses troupes. Michael la suivait, fasciné par le sérieux avec lequel elle abordait la mission d'acheter des vêtements. D'abord, dit-elle en s'arrêtant théâtralement devant une section de costumes, nous devons établir ta nouvelle identité visuelle. Tu veux avoir l'air d'un nouveau riche, mais pas d'un nouveau riche qui ne sait pas comment dépenser son argent. Il y a une différence, demanda Michael, sincèrement curieux. Oh, il y a une énorme différence, répondit Emma en choisissant un costume bleu marine. Un nouveau riche qui sait dépenser achète de la qualité discrète. Un nouveau riche qui ne sait pas dépenser achète des choses tapac sans grave l'œil qui crie « Regardez-moi, j'ai de l'argent ». Un vendeur s'approcha. Steven, un homme d'âge moyen avec une moustache parfaitement taillée et un sourire professionnellement amical. « Puis-je vous aider ?» demanda Steven. « Oui », s'exclama Emma, prenant le contrôle total de la situation. Mon ami ici a besoin d'une garde-robe complète. Costume, chemise, cravate, chaussures, tout.
mais nous voulons des prix justes. Steven regarda Michael, puis Emma, essayant de comprendre la dynamique inhabituelle entre eux. Bien sûr, je peux vous montrer quelques options, commença Steven. Attendez, l'interrompit Emma, levant la main comme un agent de la circulation. Avant de voir quoi que ce soit, je dois savoir, offrez-vous des réductions pour les achats en gros? Eh bien, nous avons quelques promotions. Quel genre de promotion? Pourcentage spécifique? Article gratuit? Parlons chiffres concrets. Michael observait, captivé, Emma interrogeait le pauvre Steven comme s'il était un suspect dans une enquête policière. Elle avait sorti un bloc-notes et prenait littéralement des notes sur les politiques de réduction du magasin. Si nous achetons 3 chemises, obtenons-nous une réduction sur la 4e? Demanda Emma. Nous avons une offre 2 achetées, la 3e offerte. Et les cravates? Quelle est l'offre pour les cravates? Emma tenta de l'interrompre doucement Michael, peut-être pourrions-nous simplement regarder les vêtements. Chut! Emma lui fit signe de se taire. C'est la partie la plus importante. Ne jamais commencer à négocier après être tombé amoureux du produit. Toujours fixer les conditions d'abord. Steven regarda Michael avec une expression qui disait clairement, première fois qu'il fait du shopping avec elle, hein? Commençons par les costumes, annonça finalement Emma. Montrez-nous 3 options dans la gamme de prix moyenne, et je veux voir les étiquettes avant qu'il n'essaie quoi que ce soit. Steven les guida à travers la section, montrant des costumes allant de 4 cents à $800. Emma examina chaque étiquette comme s'il s'agissait d'un document juridique, prenant des notes et murmurant des chiffres pour elle-même. Celui-ci, dit-elle en désignant un costume Hugo Boss à $600. Quelle est votre meilleure offre? Eh bien, le prix est de 6 cents. 6 cents, c'est le prix pour les touristes, dit Emma avec une assurance qu'elle n'avait certainement pas méritée. Quel est le prix pour les clients sérieux qui achètent plusieurs articles? Steven regarda nerveusement autour de lui, comme s'il s'apprêtait à partager des secrets militaires. Je peux vérifier avec mon directeur, peut-être 5%? 5%? Emma fit mine d'être choquée. Steven, vous avez affaire à un client qui s'apprête à dépenser des milliers aujourd'hui. Des milliers. 5%, c'est ce que vous donnez à quelqu'un qui achète des chaussettes. Michael se retenait si fort de rire que ses épaules tremblaient. Emma s'était transformée en une négociatrice impitoyable, utilisant des tactiques de marchandage qui fonctionnaient probablement mieux aux puces que dans les grands magasins. Laissez-moi parler au directeur, soupira Steven, clairement dépassé. Alors que Steven s'éloignait, Emma se tourna vers Michael avec un air triomphant. Tu vois, il faut montrer que tu n'es pas désespéré. Les vendeurs sentent le désespoir à 1 kilomètre. Tu es impressionnante, dit sincèrement Michael. Steven revint avec un homme plus âgé, à l'air sévère, probablement le directeur. Je comprends que vous cherchez à faire un achat substantiel, dit le directeur d'un ton professionnellement calme. Exactement, frappa Emma dans ses mains. Mon ami ici a besoin d'une transformation complète. Budget flexible, mais nous voulons un vrai rapport qualité-prix. Je peux offrir 10% sur votre total si vous dépensez plus de $1000. Emma fit semblant de considérer l'offre comme s'il s'agissait d'un traité de paix international. 15%, contrat TL, et les retouches gratuites. 12% avec retouches gratuites. Marché conclu. Emma tendit la main de manière théâtrale. 2 heures plus tard, Michael se tenait devant le miroir de la cabine d'essayage, portant le costume Hugo Boss, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie bleue. La transformation était remarquable, de voyageur débraillé à dirigeant élégant en quelques minutes. « Oh mon Dieu !» s'exclama Emma en le voyant sortir. « Michael, tu as l'air d'un PDG. » Parce que j'en suis un, pensa Michael, mais à voix haute, il dit, « Tu trouves ?» Si je trouve. Steven, on prend tout. Le costume, 3 chemises, 2 cravates et ses chaussures Oxford noires. Steven commença à calculer le total. Nous sommes à $2040 avant la réduction. Et avec notre réduction négociée, demanda Emma avec impatience. $1836. Emma se tourna vers Michael avec un sourire assez éclatant pour illuminer Times Square. On a économisé plus de $200. $200, Michael. Impressionnant, acquiesça Michael en sortant sa carte de crédit. Mais attends, dit Emma en lui attrapant le bras. Laisse-moi essayer une dernière chose. Elle se tourna vers Steven.
Cette cravate à 200 $ que mon ami regardait, quel est le meilleur prix que vous puissiez faire? Steven regarda la cravate Hermès que Michael avait mentionnée nonchalamment. Eh bien, la réduction générale s'applique déjà. Allez, Steven. Une cravate à 200 $ pour un achat de près de 2000. Vous pouvez faire mieux que ça. Après 10 autres minutes de négociation intense, Emma fit baisser le prix à 150 $. Victoire! S'écria-t-elle en faisant une petite danse de la victoire au milieu du magasin. 50 $ de moins sur une cravate. Je suis un génie du marchandage. Michael paya l'addition, souriant tandis qu'Emma partageait fièrement ses tactiques de négociation avec chaque employé qui voulait bien l'écouter. L'astuce, expliqua-t-elle à une vendeuse de cosmétiques qui passait, c'est de ne jamais accepter le premier prix. Jamais. Il y a toujours de la marge pour négocier si on sait comment insister. Alors qu'il quittait le magasin, Emma portant plusieurs sacs de shopping comme des trophées de guerre, Michael s'excusa discrètement pour aller aux toilettes. En réalité, il retourna voir Steven. La différence que mon ami a négociée, dit Michael à voix basse en lui tendant 300 $ en espèces. Vous pouvez garder ça comme pourboire. Elle a travaillé dur et mérite de sentir qu'elle a remporté une vraie victoire. Steven regarda l'argent, puis Michael. Monsieur, c'est très généreux. Et Steven, sourit Michael. Si jamais elle revient ici, assurez-vous qu'elle obtienne toujours la réduction qu'elle demande. Elle a bon cœur. Quand Michael rejoignit Emma sur le trottoir, elle rayonnait encore de sa victoire. Michael, tu te rends compte de ce qu'on vient de faire? On t'a transformé en homme raffiné et on a économisé une fortune. Je devrais sérieusement penser à devenir personal shopper. Tu devrais vraiment, approuva Michael, regardant Emma arranger les sacs de shopping avec une sorte de fierté maternelle. Alors qu'il retournait à l'hôtel, Emma planifiant avec enthousiasme la prochaine phase de la métamorphose de Michael, il pensa à quel point il était étrange et merveilleux de voir quelqu'un devenir si heureux d'économiser 50 $ sur une cravate qui coûtait moins que ce qu'il donnait habituellement en pourboire au serveur. Emma Rodriguez lui apprenait la vraie valeur de l'argent, une leçon à la fois, et il savourait chaque minute. Le lendemain, Emma se présenta dans le hall avec un panier de pique-nique qui semblait avoir été préparé par une grand-mère italienne s'inquiétant pour des petits-enfants sous-alimentés. « Surprise !» annonça-t-elle en balançant le panier comme si elle venait de gagner au loto. « Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Pas de leçons d'étiquette ou de shopping, juste du bon vieux plaisir à Central Park. » Michael regarda le panier débordant. « Combien de personnes comptes-tu nourrir ? » « Juste nous. » Mais, Emma rougit un peu, j'ai peut-être un peu exagéré. Je cuisine quand je suis nerveuse, et hier soir, j'étais très nerveuse. Nerveuse à propos de quoi ? D'aujourd'hui. Emma agita les bras de manière théâtrale. Je n'ai jamais fait de pique-nique avec un, tu sais, gagnant du loto. Et si tu étais habitué au caviar et au champagne ? Et si les sandwichs au beurre de cacahuète étaient offensants pour ton goût nouvellement raffiné ? Michael retint un rire. Emma, j'ai grandi avec des sandwichs au beurre de cacahuète. Ce sont mes préférés. Le visage d'Emma s'illumina. Vraiment ? Oh, Dieu merci. Parce que j'en ai fait 12 sortes différentes. Beurre de cacahuète et confiture, beurre de cacahuète et banane, beurre de cacahuète et miel. 12 sortes, l'interrompit Michael, impressionné. Et j'ai apporté des chips, des biscuits faits maison, du jus de pomme et... Emma ouvrit le panier pour révéler un festin digne d'une petite armée, peut-être quelques brownies. 40 minutes plus tard, ils étaient assis sur une couverture à carreaux à Central Park, entourés de suffisamment de nourriture pour nourrir un festival. Emma avait choisi un endroit sous un arbre avec vue sur le lac, où des familles pique-niquaient et des couples se promenaient. Parfait, déclara Emma en alignant les sandwichs comme de petits soldats. La nature, l'air frais et la nourriture faite maison. Ça t'aidera à garder les pieds sur terre après ton changement de vie. Michael prit une bouchée d'un sandwich beurre de cacahuète banane, savourant non seulement la saveur nostalgique mais aussi l'ironie de la situation. Quand avait-il mangé pour la dernière fois dans un parc public ? Probablement à l'université, il y a plus de 10 ans. Parle-moi de tes rêves, dit Michael, sincèrement curieux. Tu as mentionné que tu voulais écrire. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Eh bien, j'ai toujours voulu écrire des histoires sur des gens ordinaires dans des situations extraordinaires. Comme... Elle agita un demi-sandwich, une réceptionniste qui découvre que son voisin est en fait un agent secret à la retraite, ou une bibliothécaire qui gagne au loto et parcourt le monde à la recherche de livres rares. Ces histoires ont l'air fascinantes,
dit Michael sincèrement. Ce ne sont que des rêves, haussa les épaules Emma, mais Michael vit l'étincelle de passion dans ses yeux. Mon vrai rêve, c'est d'ouvrir un café-librairie à Brooklyn. Un endroit confortable où les gens pourraient venir lire, écrire, parler de livres. Ce serait comme un immense salon pour les amoureux des livres. Pourquoi ne le fais-tu pas? Emma rit, mais il y avait une pointe de tristesse dans sa voix. Avec quel argent? As-tu une idée de ce que ça coûte d'ouvrir une entreprise à New York? Entre le loyer, l'inventaire, les permis, la décoration, on parle d'au moins 200 000 $. Pour moi, c'est comme essayer d'acheter la lune. Michael mâcha, pensif. 200 000 $. Pour lui, c'était moins que le prix de sa montre. Mais pour Emma, cela représentait une vie d'économies impossible. Et toi, demanda Emma. Qu'est-ce que tu prévois de faire avec tes gains du loto? Un rêve fou que tu as toujours voulu réaliser? Avant que Michael ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. C'était David Chen, son directeur financier, probablement à propos de la fusion de Blackwood Industries avec la chaîne d'hôtels allemande qu'il négociait depuis des mois. Désolé, dit-il à Emma. Je dois prendre cet appel. C'est important. Monsieur Blackwood, dit David sans préambule quand Michael décrocha, nous avons une situation avec la fusion Muller. Ils exigent de renégocier les termes de l'acquisition. Attends, David, l'interrompit vivement Michael, remarquant qu'Emma écoutait. Peux-tu simplifier? Simplifier? Monsieur, nous parlons de 2,3 milliards de $. En plus simple, répéta fermement Michael, lançant un regard significatif à Emma. Il y eut une pause confuse à l'autre bout du fil. Eh, monsieur, tout va bien? Je vais bien. Simplifie juste la situation pour que je puisse mieux comprendre. Après 15 ans à travailler pour Michael, David avait appris à lire les signaux étranges de son patron. Oh! Vous êtes sous couverture. Exactement. Je vois. Eh bien, monsieur, disons que la grosse promotion que vous attendiez au travail se complique à cause de changements dans la réglementation de l'entreprise. Michael faillit rire de la tentative de David de transformer une fusion d'entreprises énorme en un simple problème de bureau. Et que suggères-tu? Peut-être serait-il préférable que nous en discutions en personne chez vous plus tard. Parfaite idée. Merci. Michael raccrocha et se tourna vers Emma, qui le regardait avec une expression étrange. Le travail? Demanda-t-elle. Ouais, dit Michael en essayant de paraître décontracté. McDonald's peut devenir assez compliqué parfois. Emma cligna des yeux. McDonald's a des fusions d'entreprises. Michael remarqua immédiatement son erreur. Enfin, pas des fusions d'horaires. Quand il combine l'équipe du matin avec celle de l'après-midi pour économiser des coûts. Oh, hocha la tête Emma, impressionnée. Waouh, même McDonald's se modernise. Réunion sur les règles, fusion d'horaires, tu dois être un genre de manager senior. Quelque chose comme ça, marmonna Michael, se promettant mentalement de ne plus jamais prendre d'appel professionnel près d'Emma. Dans quelle langue parlais-tu à la fin? Demanda Emma, curieuse. Ça ressemblait à de l'allemand. Michael se figea. Il avait automatiquement dit à plus tard en allemand à David, une habitude prise en négociant avec des entreprises allemandes. C'était de l'allemand, Admil. Tu parles allemand? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. C'est incroyable. Où as-tu appris? Des films, dit rapidement Michael. Je regarde beaucoup de films allemands. Quel genre de films? Des documentaires sur les hamburgers? McDonald's est une entreprise mondiale, alors? Michael inventait désespérément, ça aide de connaître d'autres langues. Emma hocha la tête, clairement impressionnée. Un tel dévouement professionnel, apprendre l'allemand pour mieux travailler chez McDonald's. Le téléphone de Michael sonna de nouveau. Cette fois, c'était Maria Santos, directrice de la division sud-américaine. Bonjour Miguel, dit joyeusement Maria. Nous devons discuter des contrats de Sao Paulo. Maria, l'interrompit Michael dans un espagnol fluide, je suis en réunion informelle. On peut se parler plus tard? Réunion informelle? Tu es malade? Très drôle. Je t'appelle dans 1 heure. D'accord, mais les Brésiliens insistent pour avoir une réponse sûre. 1 heure, Maria. Je te promets. Michael raccrocha et trouva Emma le fixant, la bouche ouverte. C'était de l'espagnol, maintenant, dit-elle lentement. C'était.
tu parles espagnol, allemand et français, admit Michael, réalisant qu'il était déjà trop engagé pour reculer. Français aussi? Cria presque Emma, faisant se retourner une famille voisine. Michael, combien de langues parles-tu? Juste 5. Peut-être 6 si on compte l'italien de base. Emma le dévisagea comme s'il venait d'avouer être un extraterrestre. 5 langues pour travailler chez McDonald's. Eh bien? Michael chercha désespérément une excuse crédible. Je regarde beaucoup de films et de séries. Netflix a une excellente sélection internationale. Tu as appris 5 langues en regardant Netflix. Et YouTube, ajouta Michael, espérant que cela rendrait l'histoire plus crédible. Il y a plein de chaînes éducatives et d'applications comme Duolingo. Emma continuait de le regarder comme si elle essayait de déchiffrer un message secret. Mike, c'est incroyable. Tu dois avoir un QI très élevé. Juste du dévouement, dit modestement Michael. Du dévouement? Emma rit, mais c'était un rire plein d'admiration. Michael, tu es un polyglotte gagnant du loto qui travaille chez McDonald's et qui a appris des langues en regardant des films. Tu devrais écrire un livre sur ta vie. Le téléphone sonna une 3e fois. Cette fois, c'était le numéro du bureau français. Non, dit Michael à voix haute en raccrochant sans répondre. Plus de travail aujourd'hui. Mais si c'est important, demanda Emma. Rien n'est plus important que des sandwichs au beurre de cacahuète avec une amie, dit sincèrement Michael. Emma sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Tu sais dire les bonnes choses. Ils passèrent le reste de l'après-midi à manger, parler et rire. Emma raconta des histoires sur des clients d'hôtels étranges, Michael inventa de fausses aventures sur la vie chez McDonald's, et tous deux évitèrent soigneusement les sujets qui pourraient en révéler plus qu'ils ne le voulaient. Quand le soleil commença à se coucher, Emma remballa les restes du pique-nique avec une efficacité quasi militaire. « Meilleure journée depuis des semaines », déclara-t-elle. « Merci de m'avoir laissé faire ça. »« Merci de m'avoir invité », répondit Michael. « Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas détendu comme ça. » Alors qu'il retraversait le parc, Emma s'arrêta brusquement. « Michael ? » ?»« Oui. Promets-moi que si la célébrité te monte à la tête, tu n'oublieras pas les gens normaux comme moi. » Michael la regarda. Cette femme si gentille qui avait partagé ses rêves, sa nourriture faite maison et son amitié sans aucune attente. « Emma, dit-il sérieusement, je te promets. Les gens comme toi sont exactement ceux que je n'oublierai jamais. » Et pour la première fois en des jours de mensonges bien intentionnés, Michael Blackwood avait dit la vérité absolue. Emma resta éveillée toute la nuit, fixant le plafond de son petit appartement du Queens pendant que son esprit traitait les événements étranges des derniers jours. Michael connaissait 5 langues. Il recevait des appels sur des fusions d'entreprises chez McDonald's. Tout le personnel des restaurants chics le saluait comme s'il était quelqu'un d'important. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Emma arriva au travail avec une mission, découvrir qui était vraiment Michael Blackwood. Elle avait regardé suffisamment d'épisodes de Les Experts pour savoir que toute enquête sérieuse commençait par une surveillance discrète du suspect. Le problème, c'est qu'Emma Rodriguez avait à peu près autant de talent pour l'espionnage qu'un éléphant essayant de se cacher derrière un poteau. « J'ai besoin d'un déguisement », se marmonna-t-elle en fouillant dans le tiroir des objets trouvés derrière la réception. « Quelque chose pour me rendre invisible. » 5 minutes plus tard, Emma émergea, transformée en une version bizarre d'une détective privée, d'énormes lunettes de soleil noires couvrant la moitié de son visage, un chapeau de soleil rose vif qu'un client avait oublié, et un exemplaire du New York Times dans lequel elle avait percé des trous pour créer des fenêtres d'observation. Le look final ressemblait plus à quelqu'un s'échappant d'un hôpital psychiatrique qu'à une espionne professionnelle. « Parfait », chuchota Emma, se positionnant derrière une colonne de marbre dans le hall. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que la cible se montre. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que dès l'instant où elle avait enfilé ses lunettes ridicules, Tony, le chef de la sécurité, avait alerté toute son équipe. « Tout le monde, dit Tony par radio, Emma est en train de faire une sorte de crise. Elle porte un déguisement étrange et se cache derrière la colonne 3. Gardez vos distances, mais gardez un œil sur elle. » Reçu, Tony, répondit Marcus, un autre garde. Elle a un journal avec des trous. Je sais, Marcus, je sais. À 10 heures, Michael apparut dans le hall, portant l'une des nouvelles chemises qu'Emma l'avait aidé à acheter. Il se dirigea nonchalamment vers l'ascenseur, ignorant qu'il était discrètement suivi par une femme portant des lunettes de soleil surdimensionnées et un journal comme un bouclier.
Emma se faufila derrière lui, essayant de caler ses pas sur la musique d'ambiance du hall. Malheureusement, la musique était une valse lente et Emma se déplaçait comme dans une scène de poursuite de film d'action. Suspect se dirige vers l'ascenseur, se chuchota-t-elle, feignant de lire le journal. Beaucoup trop confiant pour un nouveau gagnant du loto. Ce qu'Emma ne remarqua pas non plus, c'est que Marcus et Steve, 2 agents de sécurité, la suivaient maintenant, gardant une distance respectueuse tout en essayant de comprendre ce qu'elle fabriquait. Elle se parla elle-même, rapporta Steve par radio. Notez, répondit Tony. Continuez à surveiller. Michael monta dans l'ascenseur et Emma se précipita vers les escaliers, déterminée à atteindre l'étage de Michael avant lui. Elle gravit 2 étages en talons hauts, arrivant essoufflée au 3e étage juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvraient. « Ah » chuchota-t-elle triomphalement, levant rapidement le saint journal pour se cacher derrière. Michael sortit de l'ascenseur et marcha dans le couloir vers la suite présidentielle. Emma le suivit à ce qu'elle considérait comme une distance professionnelle, mais qui la rendait en réalité évidente pour quiconque avait des yeux fonctionnels. « Suspect entre dans la suite présidentielle » marmonna Emma, prenant des notes mentales. Beaucoup trop à l'aise pour quelqu'un qui devrait être impressionné par le luxe. Derrière elle, Marcus et Steve avaient monté les escaliers, tous 2 essayant de comprendre pourquoi la réceptionniste la plus normale de l'hôtel s'était transformée en une version caricaturale d'une agente secrète. Emma décida qu'elle avait besoin d'un meilleur point de vue. Elle se positionna derrière un chariot de ménage abandonné dans le couloir, ses lunettes de soleil reflétant les lumières du plafond comme des projecteurs. « Base, ici agent Emma », se chuchota-t-elle de manière théâtrale. Cible en position. En attente de développements ultérieurs. 15 minutes plus tard, la porte de la suite s'ouvrit et Michael sortit, portant maintenant un costume parfaitement taillé. Emma faillit laisser tomber son journal. Où était le gagnant du loto maladroit qui avait besoin d'aide pour choisir ses cravates? Changement complet d'apparence, murmura-t-elle. Très suspect. Michael se dirigea de nouveau vers l'ascenseur et Emma reprit sa poursuite. Cette fois, elle décida d'améliorer sa technique d'espionnage en empruntant un chariot de service en chambre pour se fondre dans le décor. Le résultat fut Emma poussant un chariot plein de serviettes propres dans le couloir, portant des lunettes de soleil et un chapeau rose, faisant de son mieux pour ressembler à une femme de ménage ordinaire. « C'est brillant », chuchota-t-elle. Personne ne soupçonne le personnel de nettoyage. Marcus regarda Emma passer avec le chariot et parla dans sa radio. « Tony, maintenant elle a pris un chariot de service en chambre. » Elle l'a volé? Eh bien, empruntez sans permission. Continuez à surveiller. Et que quelqu'un prévienne le service d'étage qu'il leur manque un chariot. Emma suivit Michael jusqu'au rez-de-chaussée, où il entra dans le bureau du directeur général. Elle gara le chariot derrière une immense plante décorative et sortit à nouveau son journal troué. À travers les trous improvisés du New York Times, Emma vit Michael entrer dans le bureau de Richard Morgan et fermer la porte. Les 2 hommes entamèrent une conversation sérieuse, gesticulant et regardant des documents. Une réunion secrète avec la direction, chuchota Emma, excitée. Cela confirme tout. Ce qu'Emma ne pouvait pas entendre, c'était la vraie conversation. « Mike, je dois te parler d'Emma », dit Richard. Elle se comporte étrangement. « Étrangement comment ?» demanda Michael. « Eh bien, hier, elle m'a posé des questions sur les protocoles de sécurité pour identifier les espions d'entreprise. Et aujourd'hui, elle est arrivée habillée comme, honnêtement, je ne sais même pas comment le décrire. » Michael regarda par la fenêtre du bureau et vit Emma accroupie derrière une plante, portant d'énormes lunettes de soleil et tenant un journal avec des trous. « Oh » dit Michael en essayant de ne pas rire. « Laisse-moi m'en occuper. » Mais dans l'esprit d'Emma, la conversation sérieuse entre Michael et Richard ne faisait que confirmer ses soupçons grandissants. « Espion d'entreprise » chuchota-t-elle de manière théâtrale. « Probablement infiltré ici pour voler des secrets commerciaux. C'est pour ça qu'il parle 5 langues et reçoit des appels téléphoniques mystérieux. » Emma était si plongée dans sa théorie qu'elle ne remarqua pas que Steve s'était approché derrière elle. « Emma, dit doucement Steve. » Emma cria et sursauta, renversant le chariot de service en chambre et envoyant des serviettes volées à travers le hall. « Steve » cria-t-elle, portant toujours les énormes lunettes de soleil. « Tu m'as fait peur. »« Emma, ça va? Tu te caches derrière des plantes? »« Je ne me cache pas, » dit Emma avec une dignité blessée, ajustant son chapeau rose. « J'enquête. »« Tu enquêtes sur quoi? »
Emma jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant que plusieurs clients observaient la scène. Elle baissa la voix pour prendre un ton de conspiratrice. Michael n'est pas celui qu'il prétend être, Steve. J'ai des preuves. Quel genre de preuves? Il parle 5 langues, reçoit des appels sur des fusions d'entreprises et je viens de le voir en réunion secrète avec Monsieur Morgan. Emma gesticula de manière théâtrale avec le journal troué. C'est de toute évidence un espion d'entreprise. Steve regarda Emma, lunettes de soleil géantes, chapeau rose, théorie farfelue. Et il prit une décision de direction. Emma, dit-il doucement, et si tu prenais une petite pause? Peut-être un café? Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Steve. Je suis sur le point de démasquer un réseau d'espionnage international. À ce moment, Michael sortit du bureau de Richard et vit Emma au milieu du hall, entourée de serviettes éparpillées, portant un déguisement visible depuis l'espace. Emma, demanda-t-il, clairement inquiet, ça va? Emma se tourna vers lui, même à travers les lunettes ridicules, Michael put voir la suspicion briller dans ses yeux. Je vais très bien, Michael, dit-elle en insistant sur son nom. J'observe juste l'activité de l'hôtel pour améliorer le service client. Michael regarda le chapeau rose, les lunettes de soleil géantes, le journal troué et les serviettes éparpillées. En déguisement, demanda-t-il en essayant de ne pas rire. Ce n'est pas un déguisement, protesta Emma. C'est un uniforme alternatif pour l'observation comportementale. Et c'est à ce moment que Michael Blackwood réalisa que sa petite blague avait créé un monstre, une Emma Rodriguez complètement convaincue d'avoir découvert une conspiration internationale. Et il n'avait aucune idée de comment arranger les choses sans dire la vérité. Après tout l'incident du déguisement d'espionne, Michael sut qu'il devait faire quelque chose de radical avant qu'Emma n'appelle le FBI pour enquêter sur ce qu'elle pensait être une affaire d'espionnage industriel. La solution qu'il trouva était risquée, un dîner romantique. Enfin, pas exactement romantique, se marmonna-t-il en faisant les arrangements. Plutôt un dîner de remerciements qui pourrait paraître romantique selon la façon dont la lune frappe la table. Michael avait demandé au personnel d'aménager la terrasse privée sur le toit de l'hôtel, un espace habituellement réservé aux événements d'entreprise et aux mariages de célébrités. Mais au lieu de tout miser sur du cristal baccarat et des orchidées importées, il donna des instructions très précises. Faites en sorte que ça ressemble à un gagnant du loto qui essaie d'organiser quelque chose de chic. Le résultat fut un étrange mélange de simplicité authentique avec des touches involontaires de luxe que Michael ne pouvait tout simplement pas cacher complètement. Emma arriva sur la terrasse à 19h, portant la plus belle robe qu'elle possédait, une simple robe noire qu'elle avait achetée en solde 2 ans auparavant. Quand elle vit l'installation, ses soupçons sur Michael s'évanouirent momentanément, remplacés par une pure surprise. Michael, chuchota-t-elle en regardant autour d'elle, c'est magnifique. Et ça l'était vraiment. Des guirlandes lumineuses, qui coûtaient $300 chacune, mais Emma n'avait pas besoin de le savoir, donnaient à l'espace une lueur chaleureuse. Une petite table était dressée avec des assiettes blanches unies, Hermès, mais subtiles, et il y avait des bougies, faites à la main à $400, qui sentaient le jasmin de l'Himalaya mais avaient l'air tout à fait ordinaire. Je voulais te remercier, dit Michael, visiblement nerveux, pour tout ce que tu as fait pour m'aider. La métamorphose, les leçons d'étiquette, les conseils. Sans toi, j'essaierais encore de manger de la pizza avec mes mains. Emma rit, et ses derniers doutes s'envolèrent. Cela ne ressemblait pas à un espion d'entreprise. Cela ressemblait à un homme sincèrement reconnaissant. Tu n'avais pas à faire tout ça, dit-elle, touchée par le geste. Je le voulais, répondit Michael sincèrement. Et il le pensait. Il voulait vraiment remercier Emma, même si ses raisons étaient plus compliquées qu'elle ne le savait. Le dîner commença parfaitement. Michael avait commandé de la nourriture du restaurant de l'hôtel, mais avait demandé des plats simples, saumon grillé, riz pilaf et légumes à la vapeur. Rien de trop chic qui pourrait soulever des questions sur son aisance avec la haute gastronomie. Alors, dit Emma en mangeant, désolé pour tout à l'heure. Je crois que je suis devenu un peu paranoïaque. Paranoïaque à propos de quoi? Demanda Michael innocemment. Eh bien? Emma rougit. Promets-moi de ne pas rire. Promis. J'ai un peu pensé que tu pourrais être un espion d'entreprise. Michael faillit s'étouffer avec son saumon. Un espion d'entreprise. Je sais, ça a l'air ridicule maintenant. Mais tu parles toutes ces langues, tu reçois des appels mystérieux. Emma agita sa fourchette, tout le monde semble savoir qui tu es. Comme si tu étais célèbre ou quelque chose comme ça.
J'ai peut-être juste un de ces visages familiers, proposa Michael. Ça doit être ça, acquiesça Emma, soulagée d'avoir enfin une explication rationnelle. Comme Tom Hanks. Tout le monde jure l'avoir rencontré. Ils continuèrent à parler et à rire, l'ambiance devenant de plus en plus détendue. Emma raconta des histoires sur sa famille, ses rêves de devenir écrivain et ses théories sur les raisons pour lesquelles les clients riches de l'hôtel faisaient toujours les demandes les plus impossibles. La semaine dernière, dit-elle en agitant une cuillerée de riz, une femme m'a demandé de faire en sorte qu'il pleuve moins parce que ça gâchait sa lune de miel. Comme si je contrôlais la météo. Michael éclata de rire. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit que j'allais vérifier avec le département météo. Emma fit des guillemets en l'air avec ses doigts. Elle était contente et m'a donné un pourboire de 5 $. C'est alors que le désastre frappa. Emma faisait des gestes de la main théâtraux pour montrer comment elle avait appelé le département de contrôle climatique lorsque son coude heurta la sauce au beurre citronné. L'assiette bascula, déversant la sauce jaune sur le devant de sa robe noire. « Oh non !» s'écria Emma en se levant d'un bond. « Ma robe? C'est la seule belle que j'ai. » Michael se leva immédiatement, sans réfléchir, enleva sa chemise. « Tiens, utilise ça pour nettoyer. » Emma prit la chemise avec gratitude, bien trop concentrée sur le désastre de la sauce pour remarquer ce que Michael venait de lui tendre. Si elle avait regardé de plus près, elle aurait peut-être remarqué la petite étiquette Ermenegildo Zegna, ou le fait que le tissu ressemblait à de la soie italienne douce d'une valeur de 800 $. « Merci, dit-elle, commençant immédiatement à tamponner la sauce de sa robe avec la chemise de Michael. Michael regardait, horrifié en silence, essayant de ne pas le montrer alors qu'Emma utilisait sa très chère chemise comme un torchon de cuisine. Elle frotta la tache vigoureusement, puis s'essuya les mains sur la chemise et utilisa même une manche pour tamponner quelques gouttes qui avaient atterri sur la table. « Je crois que j'ai enlevé le plus gros, » dit-elle en vérifiant sa robe. « Ta chemise est super absorbante. » Michael déglutit difficilement. La chemise ressemblait maintenant à une carte jaune de l'Italie, avec des taches de sauce au citron formant des motifs abstraits sur ce qui était autrefois de la soie immaculée. « Je suis content qu'elle ait aidé, » réussit-il à dire. « Je la laverai et te la ramènerai demain, » promit Emma, toujours complètement inconsciente de la valeur du vêtement qu'elle détruisait méthodiquement. La sauce au beurre part assez facilement si on connaît la bonne astuce. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit rapidement Michael, imaginant Emma jeter la chemise dans une machine à laver ordinaire avec une lessive bon marché. Emma, sentant qu'elle avait gâché la soirée, commença à s'excuser encore et encore. « Michael, je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Tu as organisé ce magnifique dîner et moi ?» Elle fit un geste vers la robe tachée et la chemise ruinée. « Je suis une catastrophe dans les situations chics. » « Emma, dit fermement Michael, tu n'as rien gâché. Les accidents, ça arrive. Mais ta chemise? C'est juste une chemise. Une chemise qui coûtait plus que le salaire mensuel d'Emma, mais quand même, juste une chemise. » Emma le regarda avec admiration. « Tu es très compréhensif. La plupart des hommes auraient été contrariés. Pourquoi serais-je contrarié pour un peu de sauce? Parce que... » Emma hésita. « Eh bien, cette chemise a dû coûter au moins 50 $. Même pour quelqu'un qui vient de gagner au loto, 50 $, c'est encore beaucoup. » Michael hocha la tête sérieusement. « C'est vrai, 50 $, c'est une somme non négligeable. » Emma se sentit encore plus mal. « Écoute, je t'achèterai une nouvelle chemise. Ça me prendra peut-être quelques semaines, je devrais économiser, mais... » « Eh, bon, » l'interrompit Michael. « C'était un accident. Et en plus, il sourit, ça valait le coup, juste pour te voir en action avec tes talents de lutte contre les tâches. Tu as des techniques très enthousiastes. » Emma rit, se détendant enfin. « J'ai appris de ma grand-mère. Elle disait toujours, toute tâche peut être enlevée si on est assez déterminé. Ta grand-mère était une femme sage. » Ils finirent le dîner, Emma portant toujours la chemise en soie italienne à 800 $ nouée autour de sa taille comme un tablier, s'essuyant occasionnellement les mains dessus chaque fois qu'elle prenait quelque chose qui pourrait tacher. Michael observait chaque mouvement comme quelqu'un assistant à un accident de voiture au ralenti, incapable de l'arrêter mais étrangement fasciné. Quand ils se dirent enfin au revoir, Emma portait toujours la chemise. « C'était la plus belle soirée, » dit-elle sincèrement. « Merci de m'avoir montré que les gagnants du loto peuvent être des gens normaux. » « Merci à toi de m'avoir montré que les gens normaux peuvent être extraordinaires, » répondit Michael. Après le départ d'Emma, Michael resta seul sur la terrasse,
regardant la tache de sauce au citron encore sur la table. Il sortit son téléphone et appela son assistant personnel. « James, j'ai besoin que tu commandes 12 autres de ces chemises bleu Zegna que je porte toujours. J'ai le sentiment que je vais en avoir besoin. »« 12, monsieur ? Puis-je demander pourquoi ?» Michael regarda les lumières de la ville, pensant à Emma, probablement en train d'essayer de nettoyer de la sauce au citron sur de la soie italienne dans sa minuscule buanderie. « Disons simplement que j'ai rencontré quelqu'un qui a une relation très enthousiaste avec les sauces. » Et pour la première fois depuis des années, Michael Blackwood s'endormit en souriant à cause d'une chemise ruinée. Le lendemain matin, Emma se réveilla en souriant encore du dîner. La chemise de Michael était suspendue dans sa salle de bain, trempant dans un mélange de lessive et de bicarbonate de soude dont sa grand-mère jurait qu'il pouvait enlever n'importe quelle tache connue de l'homme. « Pauvre gars », murmura-t-elle en se faisant un café instantané. « Je parie que cette chemise est l'une des seules choses chics qu'il a achetées avec son argent du loto. » En attendant le café, Emma s'assit à son vieil ordinateur portable, celui qu'elle avait acheté d'occasion il y a 3 ans. Elle s'était réveillée avec une idée de nouvelle, le gagnant du loto qui ne savait pas qu'il était riche. Elle serait basée sur Michael, bien sûr, avec quelques changements pour protéger sa vie privée. Mais quel bon nom de famille pour le personnage ? Se demanda-t-elle en tapotant sur l'ordinateur portable lent. Quelque chose qui sonne chic mais pas trop. C'est alors qu'une pensée espiègle lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas chercher Michael Blackwood sur Google ? Juste pour m'assurer qu'il n'y a pas un Michael Blackwood célèbre qui pourrait poser problème à mon histoire. Juste une recherche rapide, se dit-elle en ouvrant son navigateur, pour éviter tout problème de droit d'auteur. Emma tapa Michael Blackwood dans la barre de recherche et appuya sur Entrée, s'attendant à trouver quelques pages LinkedIn et des profils de réseaux sociaux de personnes ordinaires portant le même nom. Ce qui s'afficha à l'écran fit tomber son café de la table. Michael Blackwood, PDG du Blackwood Hospitality Group, fortune estimée à 8 milliards de dollars. Emma cligna des yeux, puis cligna de nouveau, puis se frotta les yeux et regarda encore l'écran. Ça doit être quelqu'un d'autre, marmonna-t-elle en cliquant sur le premier lien. Il doit y avoir des millions de Michael Blackwood dans le monde. La page Forbes s'ouvrit, montrant une photo professionnelle d'un homme en costume impeccable, les cheveux parfaitement coiffés et un sourire de PDG confiant. Emma fixa la photo un long moment avant que son cerveau ne puisse traiter ce qu'elle voyait. C'était Michael. Son Michael. Le Michael à qui elle avait appris à manger de la pizza avec une fourchette et un couteau. « Non !» cria Emma si fort que les voisins frappèrent au mur. Elle cliqua frénétiquement de lien en lien, chaque page confirmant ce qu'elle voulait désespérément nier. Michael Blackwood, 34 ans, héritier de l'empire hôtelier Blackwood. L'un des 10 hommes les plus riches d'Amérique. Le Blackwood Hospitality Group possède 44 hôtels de luxe dans le monde, y compris l'emblématique Grand Plaza Hotel à Manhattan. Le Grand Plaza, cria Emma à son ordinateur portable. Il possède l'hôtel où je travaille. Elle continua de lire, chaque ligne la frappant comme un coup de poing à l'estomac. Connu pour sa nature privée et sa philanthropie discrète. Diplômé de la Harvard Business School avec mention. Parle couramment 6 langues. 6 langues. Emma se prit la tête dans les mains. Je lui ai dit qu'il avait appris en regardant Netflix. Les souvenirs commencèrent à la frapper comme des grenades d'embarras. Lui offrir 5 $ pour acheter un sandwich, lui suggérer de séjourner dans une auberge de jeunesse sur la 47e rue, lui apprendre à utiliser correctement les couverts, négocier des réductions pour lui dans les grands magasins, lui expliquer comment ne pas avoir l'air pauvre dans les endroits chics. Emma fit défiler la page et trouva une galerie de photos. Michael à des événements caritatifs, toujours parfaitement habillé, entouré d'autres personnalités. Michael inaugurant un hôpital qu'il a financé. Michael recevant des prix pour sa philanthropie. Et puis elle le vit. Une photo de lui à un gala de charité, portant exactement la même chemise qu'elle avait transformée en chiffon de nettoyage la nuit précédente. 800 $, l'UL dans la légende décrivant le look décontracté et élégant du milliardaire. La chemise Hermenegildo Zegna d'une valeur de 800 $. Emma regarda vers sa salle de bain, où cette chemise à 800 $ trempait dans un mélange de bicarbonate de soude et de lessive. « J'ai ruiné une chemise à 800 $, hurla-t-elle en tombant de sa chaise. Mais le pire était encore à venir. Emma trouva un article récent de Vanity Fair intitulé « Pourquoi les ultra-riches s'encanaillent, la nouvelle tendance de vivre comme les gens ordinaires ». S'encanailler, lut Emma avec une horreur croissante.
De plus en plus de milliardaires essaient de vivre comme des gens normaux comme une forme d'évasion. La réalisation frappa Emma comme un camion poubelle à pleine vitesse. Michael n'était pas un gagnant du loto essayant de s'adapter au monde des riches. Il faisait semblant d'être pauvre pour s'amuser. « Il s'encanaillait avec moi », cria Emma dans son appartement vide. J'étais son expérience sociale. Elle imagina Michael rire avec ses amis milliardaires de la réceptionniste crédule qui avait essayé de lui apprendre les bonnes manières, faisant probablement des blagues sur ses conseils pour économiser de l'argent, ses leçons sur la façon de ne pas avoir l'air pauvre, ses tentatives de négociation maladroites. Emma se leva et commença à faire les 100 pas dans son petit appartement, agitant les mains en l'air. « Manuel sur comment ne pas être pauvre », cria-t-elle en se souvenant de la liste qu'elle avait faite. « J'ai écrit un manuel sur comment ne pas être pauvre pour un milliardaire. » Elle se souvint de la fierté qu'elle avait ressentie quand il avait utilisé une fourchette et un couteau pour manger de la pizza, de la façon dont elle s'était félicitée de lui avoir appris, de combien elle avait été touchée par sa gratitude pour ses conseils. Il a dû trouver ça hilarant, marmonna Emma, le visage brûlant d'embarras. La réceptionniste idiote qui essaie d'apprendre à l'homme le plus riche d'Amérique comment se comporter avec raffinement. Son téléphone vibra. C'était un message de Michael. « Bonjour. J'espère que la chemise n'a pas été trop difficile à nettoyer. On peut déjeuner ensemble ?» Emma regarda le message, puis les photos de gala de Michael sur son ordinateur portable, puis de nouveau le message. « Déjeuner ensemble », lut-elle à voix haute, pour qu'il puisse continuer à s'amuser à mes dépens. Emma répondit, « Bien sûr. J'attends avec impatience notre prochaine leçon d'étiquette, Monsieur Blackwood. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. 2 minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était Michael qui appelait. Emma fixa l'écran, imaginant l'expression sur son visage quand il réaliserait que le jeu était terminé. Une partie d'elle voulait répondre et lui crier dessus. Une autre partie voulait faire comme si de rien n'était et continuer à vivre dans l'ignorance. Mais la partie qui l'emporta fut celle qui se noyait dans l'embarras et voulait se cacher sous le lit pour les 10 prochaines années. Emma laissa le téléphone sonner. Elle ferma l'ordinateur portable et alla dans la salle de bain pour vérifier s'il y avait encore de l'espoir pour la chemise à $800. Il n'y en avait pas. Eh bien, marmonna-t-elle en regardant la chemise ruinée, maintenant je sais pourquoi tous les serveurs le saluaient. Et c'est ainsi qu'Emma Rodriguez fit la seule chose rationnelle qu'une personne puisse faire après avoir réalisé qu'elle avait passé des semaines à jouer les idiotes pour un milliardaire. Elle se recoucha et tira les couvertures sur sa tête. Emma passa 2 heures sous la couverture à planifier son discours de confrontation. Elle décida qu'elle n'allait pas simplement disparaître et laisser Michael continuer à s'amuser de la blague. Non, elle allait marcher droit dans cet hôtel et lui dire exactement ce qu'elle pensait. Malheureusement, Emma avait oublié que c'était mardi matin, heure de pointe pour les touristes au Grand Plaza. Le hall était bondé de touristes japonais prenant des photos, d'un groupe de voyageurs seniors du Texas s'enregistrant, et d'au moins 3 influenceurs filmant le luxe abordable à Manhattan. Emma se fraya un chemin à travers la foule comme un général se dirigeant vers la bataille, portant toujours les vêtements dans lesquels elle avait dormi, ses cheveux semblant avoir été coiffés par une tornade. Michael était à la réception, parlant à Richard des rapports mensuels, quand il vit Emma marcher vers lui comme un missile guidé. « Emma !» appela-t-il, inquiet de l'expression sur son visage. « Est-ce que tu t'es moqué de moi ?» cria Emma à travers le hall bondé. Le silence se fit instantanément. Les touristes cessèrent de prendre des photos, les seigneurs du Texas arrêtèrent de se plaindre du prix des chambres, même les influenceurs mirent leurs vidéos en pause. « Emma !» tenta Michael en baissant la voix, « pouvons-nous parler en privé ?» « Parler en privé ?» rit Emma hystériquement. « Comme tu as parlé en privé avec tes amis milliardaires de la réceptionniste stupide qui a essayé de t'apprendre les bonnes manières à table ?» Michael repéra au moins 5 touristes sortant leur téléphone pour enregistrer. « Je n'ai jamais rien dit de tel à personne, » dit-il sincèrement. « Bien sûr que non. » Emma était maintenant en mode furie totale. « Tu as juste ri en silence pendant que je me ridiculisais complètement. » Elle commença à compter sur ses doigts, sa voix montant à chaque point. « Je t'ai appris à manger de la pizza avec un couteau et une fourchette. » Un touriste japonais chuchota quelque chose à sa femme, demandant clairement si c'était une sorte de performance théâtrale. « Je t'ai fait un manuel sur comment ne pas avoir l'air pauvre. » Le groupe du Texas appréciait clairement le spectacle gratuit. « Je t'ai appris à utiliser des coupons. » 2 influenceurs commencèrent à enregistrer discrètement, sentant un contenu viral.
Je t'ai dit de ne pas voler les articles de toilette de ton propre hôtel. Michael se mordit les lèvres si fort qu'il faillit saigner, essayant de ne pas rire de l'absurdité. Emma, tenta-t-il de nouveau. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Emma leva les bras de manière théâtrale. À quel point c'était drôle quand j'ai offert 5 $ à un milliardaire pour s'acheter un sandwich. La foule murmura. Milliardaire, chuchota quelqu'un. Ou à quel point c'était hilarant quand je t'ai suggéré de loger dans une auberge de jeunesse. Continua Emma, tenant maintenant le public dans le creux de sa main. Ou quand j'ai négocié comme une folle pour t'obtenir une réduction sur ta cravate à 200 $. Michael remarqua Richard, debout derrière le comptoir, regardant la scène comme s'il s'agissait d'un feuilleton en direct. Et le meilleur, poursuivit Emma, la voix dégoulinant de sarcasme, c'est quand j'ai expliqué pourquoi les riches sont déconnectés de la réalité à l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Un touriste se mit à applaudir, pensant que cela faisait partie du programme de divertissement de l'hôtel. Emma, s'il te plaît. Michael fit un pas de plus. Non. Emma leva la main comme un agent de la circulation. Ne t'approche pas de moi. Je n'arrive pas à croire que je suis tombé dans ton panneau. Ce n'était pas un panneau. C'était quoi? Une expérience sociale? Un projet caritatif? Un moyen de te sentir mieux en prétendant être normal? Michael ouvrit la bouche pour répondre, mais Emma n'avait pas fini. Oh, et merci d'avoir ruiné mon chemisier préféré avec de la sauce au citron sur une chemise à 800 $ que j'ai utilisée comme chiffon. La foule murmura de nouveau. 800 $ pour une chemise, c'était impressionnant, même pour des touristes fortunés. Attends, dit Michael, confus. Tu as ruiné ton chemisier? Thé à chemise, cria Emma. J'ai ruiné thé à chemise à 800 $ en l'utilisant pour essuyer de la sauce. Michael cligna des yeux. Emma, tu n'as rien ruiné. J'ai des douzaines de ces chemises. C'était clairement la mauvaise chose à dire. Des douzaines, explosa presque Emma. Tu as des douzaines de chemises à 800 $. Richard fit discrètement signe à la sécurité de se mettre en position, non pas pour maîtriser Emma, mais pour gérer la foule grandissante. Et tu sais quoi d'autre? Continua Emma, fonctionnant clairement sur une pure fatigue émotionnelle. Je parie que tu as même fait enquêter sur ma vie. Tu as vérifié ma situation financière juste pour t'assurer que j'étais assez pauvre pour ton expérience d'encanaillement. Michael se figea. Emma vit l'expression sur son visage et son monde s'effondra. Tu as enquêté sur moi, dit-elle doucement, toute la colère se transformant en une profonde douleur. Tu as vraiment fouillé dans ma vie. Emma, c'est le protocole de sécurité standard? Protocole de sécurité? Cria Emma, les larmes aux yeux. Tu as violé ma vie privée juste pour t'amuser avec moi. La foule murmura, mal à l'aise. Cela avait cessé d'être un divertissement, c'était clairement quelque chose de personnel et de douloureux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit honnêtement Michael. Mais tu l'as fait, dit Emma, la voix brisée. Tu m'as fait me sentir spécial, comme si j'aidais quelqu'un, et pendant tout ce temps, je n'étais qu'un divertissement. Emma regarda autour d'elle, réalisant pour la première fois que des dizaines de personnes filmaient et prenaient des photos. Parfait, marmonna-t-elle. Maintenant, je vais aussi devenir un mème. Et puis, Emma Rodriguez fit la seule chose qu'une personne digne pouvait faire après avoir découvert qu'elle avait été trompée par un milliardaire devant 50 touristes armés de caméras. Elle se retourna, marcha d'un pas décidé, trébucha sur la porte tournante, se ressaisit et sortit de nouveau en marchant d'un pas décidé. La foule éclata en murmures et en flashs d'appareils photo. Michael resta dans le hall, entouré de touristes curieux et du son de Richard chuchotant de toute urgence dans sa radio à propos du contrôle des dommages. Et pour la première fois de sa vie, Michael Blackwood se sentit comme l'homme le plus pauvre du monde. Emma retourna à l'hôtel 3 heures plus tard, portant des vêtements propres et une lettre de démission qu'elle avait écrite et réécrite cette fois. Elle avait décidé que sa seule option était de partir avec dignité, de remettre sa démission formellement et de disparaître de la surface de la Terre. Le hall était toujours animé, mais heureusement, il n'y avait pas de foule enregistrant des confrontations épiques. Emma se dirigea droit vers la réception, où Richard travaillait. « Monsieur Morgan, annonça-t-elle de manière théâtrale, je suis ici pour remettre ma démission. » Richard regarda la lettre, puis Emma, et laissa échapper un profond soupir. « Emma, tu n'es pas obligée. »« Si, je le suis, » déclara Emma, sa voix résonnant dans le hall. « Je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit où j'ai été humiliée par... »
Elle regarda autour d'elle et baissa la voix pour prendre un chuchotement théâtral. Certains milliardaires qui pensent que c'est amusant de tromper des employés innocents. Quelques clients jetèrent un regard curieux dans leur direction. J'accepte votre démission, dit doucement Richard. Mais j'aimerais que vous reconsidériez. Jamais. Emma frappa la main sur le bureau. Ma dignité vaut plus que n'importe quel emploi. Elle se tourna pour partir de manière théâtrale, ses cheveux volant derrière elle comme dans un film. Malheureusement, Emma avait oublié qu'elle portait des chaussures neuves à semelles lisses. Ses pieds glissèrent sur le sol en marbre poli du hall et elle trébucha de façon spectaculaire, ses bras tournant comme des pales d'hélicoptère alors qu'elle essayait de retrouver son équilibre. Michael, qui était entré discrètement dans le hall dans l'espoir d'avoir une chance de lui parler, s'avança instinctivement pour l'aider. « Emma !» appela-t-il en tendant la main pour la rattraper. « Non !» cria Emma en retour, rejetant son aide avec une telle force qu'elle perdit encore plus l'équilibre. « Je n'ai pas besoin de ton aide. » Elle agita les bras pour repousser Michael, perdit complètement pied et tomba en arrière, droit dans la fontaine décorative au centre du hall. L'éclaboussure fut épique. Emma refit surface de la fontaine comme une sirène très en colère, trempée, avec une plante aquatique accrochée dans les cheveux et l'air d'avoir été attaquée par une pieuvre. Le hall entier se figea. Touristes, personnel, clients, tout le monde regardait Emma, assise dans la fontaine, dégoulinante et rayonnant d'une indignation absolue. « Je vais bien !» cria-t-elle à personne en particulier, essayant de garder sa dignité tout en retirant des algues de son visage. « Parfaitement bien. » Michael s'approcha de la fontaine. « Emma, laisse-moi t'aider. »« J'ai dit que j'allais bien. » Emma essaya de se lever de la fontaine avec dignité, mais son pied glissa de nouveau et elle retomba dans l'eau avec une autre éclaboussure. C'est à ce moment qu'au moins 6 personnes commencèrent à enregistrer. Emma réussit finalement à sortir de la fontaine avec la dignité d'un chat trempé, laissant une traînée d'eau et de plantes de bassin sur le marbre du hall. « Je rentre chez moi maintenant », annonça-t-elle, essayant de paraître digne malgré le fait de dégouliner d'eau chlorée. « Je vous souhaite à tous une humide, une sèche, je veux dire, passez une bonne journée sèche. » Elle se dirigea vers la sortie, laissant des empreintes mouillées derrière elle, quand elle réalisa qu'elle avait perdu une chaussure dans la fontaine. Emma regarda la chaussure flottant parmi les nénuphars, puis la foule qui regardait, puis Michael, qui essayait clairement de ne pas rire. « Vous pouvez garder la chaussure, » dit-elle avec autant de dignité qu'elle put rassembler. « Considérez-la comme un cadeau d'adieu. » Et c'est ainsi qu'Emma Rodriguez sortit du Grand Plaza Hotel, boitant sur un pied, laissant derrière elle une traînée d'eau, une chaussure flottante et ce qui allait bientôt devenir la vidéo la plus virale de la semaine. 3 heures plus tard, Emma était chez elle, essayant d'oublier le jour le plus embarrassant de sa vie, quand son téléphone commença à vibrer sans arrêt avec des notifications. La première vidéo qu'elle vit avait 2 millions de vues et le titre « Une réceptionniste apprend à un milliardaire à être pauvre ». Fin épique dans la fontaine. La deuxième en avait 3 millions, une Karen d'hôtel attaque le propriétaire milliardaire et tombe dans la fontaine. La troisième, avec 5 millions de vues, rebondissement, elle essayait d'apprendre les bonnes manières au propriétaire de l'hôtel. Emma fit défiler les commentaires. J'ai explosé de rire quand elle a crié à propos des coupons de réduction. Son visage essayant de ne pas rire, c'est tout. Meilleur rebondissement que Netflix. Que quelqu'un donne une émission de télé-réalité à cette femme. Emma jeta le téléphone sur le canapé et cria à son appartement vide, « Je suis un mème ». Son téléphone sonna. C'était sa meilleure amie, Jessica. « Emma, tu es sur TikTok. »« Je sais, grogna Emma. Tu as 5 millions de vues. Tu es célèbre. » Célèbre pour être tombée dans une fontaine après avoir appris à un milliardaire à utiliser des coupons, soupira Emma. Exactement comme j'en avais toujours rêvé. Du bon côté, dit joyeusement Jessica, au moins maintenant tu as une histoire intéressante à raconter. Emma regarda le téléphone, qui vibrait encore de notifications. Jessica ? Oui. La prochaine fois que je dis que je vais affronter quelqu'un de manière théâtrale, rappelle-moi de porter des chaussures avec une bonne adhérence. Et c'est ainsi qu'Emma Rodriguez devint célèbre sur Internet pour toutes les mauvaises raisons, prouvant que parfois, la vie a un sens de l'humour très particulier en ce qui concerne la dignité et les fontaines décoratives. 2 semaines après l'incident de la fontaine, comme Emma l'appelait désormais dans sa tête, elle trouva un emploi chez Books & Tears, une librairie indépendante de Brooklyn qui semblait avoir été décorée par quelqu'un qui croyait que les tasses à thé ébréchées et les plantes mourantes étaient le comble du chic bohème.
Le propriétaire, Harold, un homme d'une soixantaine d'années avec une barbe de philosophe et des lunettes qu'il insistait pour qualifier de vintage bien qu'elle datait clairement du siècle dernier, l'embaucha principalement parce qu'il voulait augmenter la fréquentation de son magasin. « Tu es célèbre », lui dit Harold le premier jour. « Les gens viendront ici juste pour te rencontrer. » Emma pensait qu'Harold était trop optimiste. Elle avait tort. Le premier jour, 12 personnes se présentèrent. Le deuxième, 23. Le troisième, Emma cessa de compter quand elle réalisa qu'il y avait une file d'attente sur le trottoir. « Vous êtes la fille de La Fontaine », s'exclama une femme d'une vingtaine d'années, brandissant son téléphone comme si Emma était une célébrité. « Je peux prendre un selfie ? Avez-vous vraiment appris à ce milliardaire à utiliser des coupons ? Demanda un homme d'âge mûr, clairement fasciné. « Ma fille a regardé la vidéo 50 fois, dit une mère fière. Elle dit que vous êtes une icône féministe pour avoir tenu tête au patriarcat capitaliste. » Emma regarda Harold, qui rayonnait en voyant les ventes grimper en flèche. « Peut-être, dit lentement Emma, que je devrais créer une section thématique. » Et c'est ainsi que naquit la section Livres pour ceux qui prétendent être pauvres, une collection soigneusement sélectionnée de livres sur la budgétisation domestique, l'étiquette sociale et les mémoires de personnes riches qui avaient choisi de vivre comme les pauvres pour l'expérience. La section comprenait des classiques comme Comment vivre avec $1 par jour quand on a des milliards, Guide de survie pour anciens riches et le favori personnel d'Emma, L'art de s'encanailler pour les nuls. C'est une brillante critique sociale, expliqua Emma à un journaliste du Brooklyn Paper venu interviewer la nouvelle sensation littéraire locale. Cela explore la déconnexion entre le privilège économique et l'expérience humaine authentique. Emma avait appris à parler comme ça après avoir regardé plusieurs documentaires sur l'art contemporain. La section devint si populaire qu'Harold demanda à Emma de créer des ateliers thématiques. Atelier sur comment repérer les milliardaires déguisés, annonça Emma à un public de 20 personnes à la librairie. Les indices incluent parler plusieurs langues apprises en regardant des films, recevoir des appels mystérieux sur des fusions chez McDonald's et manger de la pizza avec un couteau et une fourchette sans se plaindre. Le public rit et prit des notes comme s'il était dans un cours universitaire. Pendant qu'Emma construisait sa nouvelle carrière de détectrice de riches déguisés, Michael Blackwood traversait la pire crise d'identité de sa vie d'adulte. Assis dans son bureau au dernier étage de la Blackwood Tower, il regardait la ville et se sentait complètement vide. Emma avait été la première personne depuis des années à le traiter comme un être humain ordinaire, et il avait tout gâché. Pire encore, ces mots résonnaient sans cesse dans sa tête. Les riches sont déconnectés de la réalité. Avait-elle raison? Était-il vraiment si déconnecté? C'est alors que Michael décida de faire un changement audacieux. Il allait suivre tous les conseils d'économie qu'Emma lui avait enseignés. « Monsieur Blackwood », dit James, son assistant, en entrant dans le bureau. « Le restaurant français a confirmé votre réservation pour ce soir. »« Annulez-la », dit Michael. « Je mangerai à la maison. Un sandwich au beurre de cacahuète. » James cligna des yeux. « Monsieur ? Et James, la prochaine fois que nous irons à l'épicerie, rappelle-moi d'apporter des coupons. »« Des coupons, monsieur ? » ?»« Des coupons de réduction. » Emma a dit qu'économiser de l'argent était important. Au cours des jours suivants, l'équipe de Michael observa avec une inquiétude croissante leur patron commencer à pratiquer des stratégies d'économie domestique. Il se mit à apporter des sandwichs au beurre de cacahuète au travail dans des sacs en papier brun. Il commença à utiliser des coupons au supermarché, provoquant confusion et retard en essayant d'utiliser des coupons de 50 centimes sur des achats de $1000. Il commença à réutiliser les serviettes en papier pour éviter le gaspillage. Il cessa de boire son vin à $500 et passa aux briques de jus. « Monsieur Blackwood, » dit David Chen, son directeur financier, lors d'une réunion, les actionnaires sont inquiets. Des rumeurs courent que vous avez des difficultés financières. Pourquoi ? Demanda Michael en mâchant un sandwich au beurre de cacahuète. Eh bien, monsieur, hier, on vous a vu utiliser un coupon de $2 chez Whole Foods. Le gérant a posté à ce sujet sur Instagram. Michael, David, penses-tu que je suis déconnecté de la réalité? Monsieur? Les gens normaux utilisent des coupons, David. Peut-être que je devrais apprendre à être plus normal. David regarda son patron millionnaire manger un sandwich au beurre de cacahuète et porter une cravate qui avait clairement été lavée à la maison et en était sortie un peu froissée, et il arriva à la seule conclusion logique. Michael Blackwood faisait une dépression à cause d'une réceptionniste. Et le pire,
c'est qu'Emma n'avait probablement aucune idée du chaos qu'elle avait provoqué dans la vie de l'homme le plus riche de Manhattan. Emma organisait la section livres pour ceux qui prétendent être pauvres quand la cloche de la librairie sonna. Elle leva les yeux, s'attendant à un autre fan des vidéos virales, et faillit renverser une pile de livres sur la budgétisation. Michael Blackwood se tenait à l'entrée, mais c'était un Michael complètement différent. Un jean ordinaire, pas de marque de créateur, un simple t-shirt, pas d'étiquette italienne, et des baskets qui semblaient avoir été achetées dans un magasin de chaussures normales. « Emma, dit-il avec hésitation, puis-je te parler ?» Emma regarda autour d'elle. Heureusement, c'était lundi matin et la librairie était vide, à l'exception d'Harold au fond, organisant des livres de poésie et faisant semblant de ne pas écouter. « Tu es ici pour me poursuivre en justice ?» demanda Emma en croisant les bras. « Parce que techniquement, je te dois toujours une chemise à 800 $. En fait, Michael eut un sourire triste, je suis venu m'excuser. Et pour te dire ce que je ressens. Me dire ce que tu ressens ? Michael prit une profonde inspiration. Emma, je suis amoureux de toi. Emma cligna des yeux. Et toi ? Amoureux. Complètement, désespérément, ridiculement amoureux. Michael s'avança. Et avant que tu ne dises que c'est impossible parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, ou parce que j'ai menti, ou parce que tu es tombé dans une fontaine. Tu as vu les vidéos ? L'interrompit Emma, horrifiée. Toutes. 47 fois. Michael sourit, sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Ma préférée est celle où tu cries à propos des coupons de réduction. 5 millions de vues et ça continue. Emma se couvrit le visage avec ses mains. Je suis un mème. Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, dit Michael sérieusement. Emma, tu m'as donné 5 $ pour acheter de la nourriture. Pas parce que tu voulais quelque chose de moi ou que tu pensais que je pouvais t'aider. Juste parce que tu pensais que j'avais faim. Tu avais l'air maigre, marmonna Emma à travers ses mains. Quand est-ce que quelqu'un s'est soucié pour la dernière fois de savoir si j'avais faim ? Demanda Michael, plus à lui-même qu'à elle. Pas le PDG, pas le milliardaire. Juste moi. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me voyait comme une personne ordinaire. Emma baissa lentement les mains de son visage. Mike, je sais que j'ai menti. Je sais que je t'ai blessé. Mais ces semaines avec toi ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis des années. Tu m'as même ri. Tu m'as fait un guide sur comment ne pas être pauvre, qui, soit dit en passant, est toujours complètement faux, dit Emma, bien qu'un sourire commençait à se dessiner sur ses lèvres. Et tu m'as montré que parfois, la chose la plus précieuse que nous puissions donner est une attention sincère. Emma l'étudia un instant. Je ne t'en veux pas, dit-elle finalement. Pour être honnête, c'était assez amusant d'apprendre à un milliardaire à être humain. Michael rit, soulagé. Alors, y a-t-il une chance que tu me pardonnes ? Je l'ai déjà fait. Emma hésita. Mais j'ai une confession à faire. Laquelle ? Emma se dirigea vers le comptoir et sortit une petite boîte. J'ai gardé tous les coupons que tu as oubliés lors de nos sorties. Elle ouvrit la boîte, révélant une collection soigneusement organisée de coupons de réduction. Je me suis dit que les riches oubliaient toujours d'économiser de l'argent, alors, Michael regarda la collection, des réductions de 2 $ sur la pizza, 50 centimes sur la glace, 10% sur le pressing. Tu as gardé mes coupons ? Dit-il, vraiment touché. Je pensais que tu en aurais peut-être besoin un jour. Michael en prit un pour des sandwichs. Emma Rodriguez, veux-tu être ma petite amie ? Sérieusement, sourit Emma. Un milliardaire me demande de sortir dans une petite librairie de Brooklyn. Un homme qui a appris à utiliser des coupons demande à sortir avec la femme qui lui a appris à être humain, la corrigea Michael. Emma y réfléchit. D'accord. Mais j'ai une condition. Laquelle ? Pas de cadeau cher pendant les 6 premiers mois. Emma le pointa du doigt fermement. Je veux être sûr que tu es intéressé par moi, pas par impressionner la pauvre fille avec de l'argent. Michael sourit. Des sandwichs au beurre de cacahuètes et des pique-niques dans le parc. Parfait. Et Michael ? Oui. Tu peux continuer à utiliser ces coupons. Économiser, c'est économiser, peu importe le nombre de milliards que tu as. Michael embrassa Emma, là, au milieu de tandis qu'Harold applaudissait discrètement depuis le fond du magasin. Vraiment riche. 3 mois plus tard, Emma Rodriguez se tenait devant le miroir de son petit appartement de Brooklyn, ajustant le collier de perles que Jessica lui avait prêté.
Elle portait une robe blanche simple mais élégante qu'elle avait trouvée en solde, avec une réduction d'employés grâce à la vendeuse qui était fan de ses vidéos virales. Je n'arrive toujours pas à croire que je me marie à l'endroit où je suis tombée dans une fontaine, murmura-t-elle à Jessica, sa demoiselle d'honneur. Et seulement 3 mois après vous être avoué vos sentiments, rit Jessica. Vous ne perdez vraiment pas de temps, vous deux. Quand on sait, dit Emma avec un sourire. D'ailleurs, Michael a dit que plus on attendait, plus j'aurais de temps pour inventer de nouvelles théories du complot sur lui. Le mariage était un mélange unique que seul Emma et Michael pouvaient réussir, une cérémonie simple à Central Park, à l'endroit même de leur pique-nique, suivie d'une réception sur le toit du Grand Plaza. Les décorations étaient intentionnellement modestes, des guirlandes lumineuses, des fleurs du marché local et un panneau indiquant « Zone sans coupon », une blague entre les mariés. Les invités étaient un mélange éclectique, Harold de la librairie assis à côté de David Chen, le directeur financier, Tony, l'agent de sécurité, bavardant avec Richard Morgan, et au moins 10 personnes qui connaissaient Emma grâce à ses vidéos virales et étaient venues applaudir le couple le plus improbable de l'année. « Chers amis », commença l'officiant, « nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Emma et Michael, 2 personnes qui prouvent que parfois, le véritable amour se présente déguisé en malentendus hilarants. » Emma rit en se remémorant tous les moments absurdes qui les avaient menés jusqu'ici. Mais avant les vœux, poursuivit l'officiant, la mariée aimerait faire une présentation spéciale. Emma sortit une petite enveloppe de sa manche. Michael, dit-elle sérieusement, comme cadeau de mariage, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. Michael la regarda, curieux, tandis qu'Emma ouvrait l'enveloppe. Des coupons de réduction pour la lune de miel. Annonça-t-elle fièrement. 15% de réduction sur l'auberge de Martha's Vineyard, petit déjeuner gratuit si nous restons 3 nuits et... Emma, l'interrompit Michael, riant si fort qu'il faillit laisser tomber les alliances, as-tu vraiment apporté des coupons à notre mariage? Ce sont des coupons de lune de miel, se défendit Emma. Et regarde celui-là, c'est une réduction sur la location de vélo. Les invités éclatèrent de rire. Harold cria, c'est ma fille, depuis le fond. J'accepte tous les coupons, dit solennellement Michael, et je promets de les utiliser fièrement. Quand vint le moment des vœux, Michael tint les mains d'Emma. Emma, commença-t-il, il y a 3 mois, tu m'as appris quelque chose qu'aucune école de commerce n'aurait pu m'enseigner, la vraie valeur des choses. Tu m'as montré que 5 $ donnés avec amour valent plus que 1000 donnés par obligation. Tu m'as appris que manger de la pizza avec une fourchette et un couteau peut être hilarant, et que quelqu'un peut être milliardaire et avoir encore besoin d'apprendre à être humain. Emma pleurait des larmes de joie qui ruinèrent complètement son maquillage bon marché mais waterproof. Et Michael, dit-elle, tu m'as montré que les rêves peuvent devenir réalité de la manière la plus inattendue. Qui aurait cru qu'apprendre les bonnes manières à un gagnant du loto me mènerait à l'amour de ma vie? Tu m'as appris que parfois, les meilleures choses arrivent déguisées en routards barbus qui ne savent pas comment manger correctement de la pizza. Et qui aiment les coupons de réduction, ajouta Michael, et qui aiment MES coupons, rit Emma à travers ses larmes. Après la cérémonie, lors de la réception sur la terrasse, Richard Morgan porta un toast à Emma, qui a transformé notre hôtel en une comédie romantique virale, et à Michael, qui a prouvé que même les milliardaires peuvent apprendre que l'amour n'a pas de prix, mais qu'il peut venir avec une réduction si on sait où chercher. Quelques jours plus tard, Emma était dans le bureau temporaire qu'elle avait installé dans une pièce vide du Grand Plaza. Sur le bureau se trouvaient des plans d'affaires, des feuilles de calcul financières et une pile de coupons triés par catégorie. La formation d'hospitalité d'Emma intéresse déjà 5 hôtels, dit-elle à Michael, qui était assis sur une simple chaise en mangeant un sandwich au beurre de cacahuète. Et le concept? Demanda-t-il. Simple, former le personnel à traiter chaque client comme un VIP, peu importe son apparence. Emma lui montra une présentation. Leçon numéro 1, le type avec le sac à dos déchiré pourrait être votre futur patron. Michael rit. Et le programme de développement durable? Ça fonctionne parfaitement. Nous avons mis en œuvre les conseils d'économie d'Emma dans 3 hôtels. Nous avons économisé 40 000 $ juste en réutilisant les serviettes et en réduisant le gaspillage alimentaire. Forbes veut faire un article sur la façon dont une réceptionniste a révolutionné la gestion hôtelière avec des coupons de réduction, dit fièrement Michael. Je n'accepterai que s'ils utilisent la photo de moi tombant dans la fontaine, répondit Emma. C'est la tradition maintenant. Cette nuit-là, chez eux, maintenant un appartement plus grand, mais toujours à Brooklyn, car Emma insistait, ils planifiaient leur prochaine aventure.
Emma, dit Michael, et si nous ouvrions notre propre chaîne d'hôtels? Petit, abordable, et où tout le monde est traité comme un roi. Puis-je créer un manuel de formation intitulé « Comment ne pas juger les clients sur leur apparence ?» demanda Emma, excitée. Tu peux. Et puis-je lancer un programme d'économie domestique d'entreprise basé sur tes conseils? Emma se jeta dans les bras de Michael. Je savais que je t'aimais dès l'instant où tu as accepté de et moi, je savais que je t'aimais dès l'instant où tu m'as offert $5 pour acheter un sandwich, répondit Michael en embrassant sa femme. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Michael et Emma? Dites-le nous dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre note? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici, sur l'écran final.